Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'Actualité vue d'ailleurs. En France, c'est toute la vie quotidienne qui est perturbée par le coronavirus. Dans tous les secteurs d'activité, des dispositions inhabituelles ont modifié largement le comportement des populations. Le salon de l'agriculture, qui devrait s'achever le dimanche, a fermé ses portes plus tôt que prévu. Ils repartent plus tôt que prévu. Au salon de l'agriculture ce matin, les bovins montent dans les camions avec 24 heures d'avance. Le salon vient de fermer ses portes par mesure de précaution liée au coronavirus. Pour les éleveurs, c'est une journée importante de perdu. Les personnes qui se sont dit ah bah oui, je suis pas allé, j'y pensais pas, ces derniers jours j'y vais. C'est sûr que c'est souvent la plus grosse journée de fréquentation du salon. Il faut tout démonter en urgence. Les 1000 exposants attendaient pourtant près de 100 000 personnes aujourd'hui. Dimanche, il y a beaucoup de visiteurs et ça fait un peu la promotion de l'élevage le dimanche et du coup on va tout perdre là aujourd'hui. En ce dimanche, jour de messe, l'Église catholique a elle aussi donné des consignes de prudence. À la cathédrale de Rennes, le coronavirus fait partie intégrante du sermon dominical. Ce temps de possible contagion par rapport au coronavirus, nous demandons aux chrétiens d'être exemplaires. Parmi les précautions, la communion ne doit pas être donnée dans la bouche et les fidèles ne se serrent plus la main. Il ne faut pas paniquer, mais je pense que c'est des précautions qu'il est bon de prendre. En France, les lieux touristiques se préparent également. Au Mont-Saint-Michel, où un tiers des visiteurs vient d'Asie, les premières annulations ont été constatées et cela devrait se poursuivre. Je pense que les semaines à venir vont être plus dures. Pour quelle raison? Il y a le coronavirus en Italie, nous on en a de plus en plus, donc je pense que certains vont prendre ces précautions et pas va sortir de moins en moins, quoi. À Paris, le Louvre est resté porte close ce matin. La direction rencontre les représentants du personnel. Elle doit décider si le musée le plus visité au monde peut rouvrir ses portes. L'avènement du coronavirus risque-t-il d'aggraver la crise du personnel dans les hôpitaux français? En tout cas, c'est ce qu'affirment les spécialistes en santé. Ils dénoncent un hôpital fragilité où il est difficile de s'organiser. Le coronavirus, une crise sanitaire qui arrive au milieu d'une autre, celle des personnels hospitaliers. Mobilisés depuis 1 an, ils dénoncent un hôpital fragilisé où il devient difficile de s'organiser. Aujourd'hui, on aurait dû avoir un médecin supplémentaire au SAMU pour répondre aux appels, parce qu'on a énormément d'appels sur le coronavirus. On n'avait pas les moyens de mettre un troisième médecin. On fera dans un hôpital débordé au mieux pour pouvoir gérer la crise, au détriment du reste de l'activité de l'hôpital et au détriment des autres patients, parce que les ressources, on ne les invente pas. Il y a quand même une colère sous-jacente importante chez les personnels de santé. Sont dénoncés un manque de moyens, de lits et de personnel. Alors pour éviter un engorgement, les hôpitaux s'adaptent. Au départ, on hospitalisait tout le monde. Là, comme le nombre de cas augmente, on hospitalisera que les gens qui, même s'ils sont porteurs du coronavirus, que les gens qui auront des signes de gravité. Autrement, les autres, ils sont restés à la maison comme pour une grippe classique. Depuis le mois de janvier, 130 cas de coronavirus ont été confirmés en France. 9 sont aujourd'hui dans un état grave. Toujours en France, quelles sont les obligations d'un employeur puisqu'il est tenu de prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés pendant une épidémie comme le coronavirus? Que serait l'impact du coronavirus sur le travail s'il arrive que le droit devrait être appliqué? Dans le Code du travail français, une loi permet à un salarié d'arrêter de travailler en cas de danger grave et imminent. C'est le droit de retrait. Un travailleur peut alors quitter son poste sans même avoir l'accord de son employeur. Son droit, c'est d'être rémunéré, c'est même une obligation pour l'employeur. L'employeur ne peut pas décider de le sanctionner. La sanction est inutile, elle est illicite. On ne peut pas décider de le licencier. C'est un licenciement nul susceptible d'entraîner la réintégration du salarié. Cette loi existe depuis 1982 et peut être utilisée à tout moment. Comme au Louvre hier, de nombreux salariés s'inquiètent de la propagation du coronavirus.
D'autres entreprises pourraient voir leur personnel l'enclencher rapidement. Nous, dans notre cabinet, on a déjà été interrogés pour savoir si les salariés usent de leur droit de retrait, que peut-on répondre? Écoutez, vous serez obligés de vous plier au droit de retrait. Si le droit de retrait est massivement utilisé dans les prochains jours, il pourrait causer de nombreux troubles dans les entreprises et sur le marché du travail français. Juste à côté, en Allemagne, une loi pour faciliter l'embauche des immigrés qualifiés vient d'être votée. Objectif, résoudre la problématique de main-d'œuvre qualifiée dans le pays, principalement dans le secteur de construction, de l'informatique et de la santé. Regardez. Kuno Schwamborn dirige une entreprise d'électricité qui emploie 135 personnes. Mais comme bien d'autres entrepreneurs en Allemagne, il peine à trouver des travailleurs qualifiés. Un phénomène qui touche notamment les secteurs de la construction, de l'informatique et de la santé. Je recherche encore 5 à 10 travailleurs spécialisés. Nous recevons beaucoup de candidatures que nous ne pouvons pas accepter. Or, je dois penser à l'avenir. Beaucoup de mes salariés arrivent en fin de carrière et vont partir à la retraite. Une loi entrée en vigueur ce 1er mars pourrait changer la donne. Elle simplifie les formalités pour recruter des travailleurs qualifiés venus de pays non européens. Pour le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Düsseldorf, une nécessité. L'Allemagne a un gros problème démographique. En 2030, il y aura 2 millions de personnes en moins sur le marché du travail. Sans une immigration de travailleurs qualifiés, l'économie allemande ne peut pas continuer à croître. L'obtention d'un permis de travail et l'installation en Allemagne seront facilitées pour les immigrants obtenant un contrat dans un secteur qui manque de main-d'œuvre. Ceux qui n'ont pas de contrat mais une qualification pourront demander un visa pour 6 mois. L'Allemagne estime à 1,3 million le nombre de postes non pourvus. Coronavirus, les États-Unis viennent d'enregistrer la deuxième victime sur son territoire. Très critiquée sur la gestion de la crise, les autorités du pays de l'Oxfam tentent de rassurer. En Europe, c'est l'Italie qui reste toujours le foyer de la maladie. Quant à l'Asie, la Chine et la Corée du Sud sont les plus frappées. Partout dans le monde, le Covid-19 gagne du terrain. En Europe, l'Italie est devenue le principal foyer de l'épidémie. En 24 heures, le nombre de cas recensés de coronavirus y est passé du simple au double, avec près de 1700 personnes contaminées. Il y a toujours une augmentation du nombre de cas. Malheureusement, nous nous y attendions car cela s'explique par le fait que les mesures de confinement ont été mises en place il y a une semaine. Nous devons attendre encore une semaine ou 10 jours pour voir l'effet des mesures. À Milan, capitale économique, la ville tourne au ralenti. Le gouvernement s'apprête ainsi à annoncer des mesures d'un montant de 3,6 milliards d'euros pour aider les entreprises transalpines. Autre grand foyer du virus, l'Iran. Au total, 54 personnes sont mortes. Il s'agit du bilan le plus lourd hors de Chine. Mais c'est en Corée du Sud que le nombre de contaminés est le plus élevé après la Chine, plus de 4000, en raison notamment d'une intense campagne de dépistage. Aux États-Unis, 2 personnes sont mortes ces derniers jours. Très critiquées sur leur gestion de la crise, les autorités tentent de rassurer la population. Il y aura d'autres cas, cela ne fait aucun doute. Mais à part dans les zones touchées par le coronavirus, les gens doivent comprendre que pour l'Américain moyen, le risque est faible. La Chine, elle observe une légère hausse du nombre de contaminés par jour, mais la contagion a nettement diminué. L'Organisation mondiale de la santé indique que le niveau de menace mondiale est très élevé et invite tous les pays encore épargnés à se préparer à l'épidémie du Covid-19. Aux États-Unis, où se déroule la primaire démocrate, Pete Buttigieg jette l'éponge après sa défaite dans l'État de Caroline du Sud. Le jeune démocrate avait pourtant fait un bon départ dans cette campagne, mais il a déclaré dimanche que le chemin s'était rétréci pour sa candidature à une décision qui bénéficierait à l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden.
Pete Buttigieg jette l'éponge. Le jeune candidat modéré a abandonné dimanche la course à la Maison-Blanche. Malgré un départ réussi, la campagne du démocrate de l'Indiana avait perdu de son élan ces dernières semaines. À moins de 48 heures du Super Tuesday, cette journée cruciale des primaires démocrates durant laquelle 14 États vont voter pour choisir leur candidat à la présidentielle, c'est l'onde de choc. Aujourd'hui, l'heure est à la vérité. Après une année à parcourir les routes, à aller à la rencontre des électeurs et à défier toutes les attentes. Et la vérité est que notre chemin s'est rétréci pour notre candidature, si ce n'est pour notre cause. Et ce retrait va bénéficier au modéré Joe Biden, alors que l'ancien vice-président de Barack Obama bénéficiait déjà d'une dynamique décuplée grâce à sa large victoire samedi à la primaire démocrate de Caroline du Sud. Avec plus de 48% des votes, Joe Biden a littéralement écrasé le sénateur indépendant Bernie Sanders, arrivé second avec seulement 20% des suffrages. Bernie Sanders qui reste malgré tout en tête de la primaire avec 56 délégués. Des chiffres qui relancent la course à l'intronisation. Il entrera lui aussi en lice mardi. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York et ex-républicain, le milliardaire qui n'a jamais caché son ambition de faire tomber l'autre milliardaire de cette présidentielle, Donald Trump. Le président américain qui, comme certains observateurs, a prédit sur Twitter que Joe Biden serait le grand bénéficiaire du départ de Pete Buttigieg. La société d'analyse Morning Consult affirme, elle, que le report de voix pourrait être presque équivalent entre Joe Biden et Bernie Sanders. Joe Biden vainqueur, c'est une première dans cette élection primaire démocrate, une victoire qu'il a obtenue grâce au vote massif des Afro-Américains. Après les précédentes défaites, le camp Biden peut enfin se réjouir et attendre avec plus de sérénité le Super Tuesday. La déception lors des scrutins précédents laisse cette fois-ci place à la joie dans le camp de Joe Biden. Car pour la première fois depuis le début des primaires, l'ancien vice-président arrive en tête et de loin en Caroline du Sud. Il a pu compter sur le soutien des Afro-Américains qui représentent 60% de l'électorat démocrate dans cet État. Il y a quelques jours, la presse et les observateurs avaient déclaré que cette candidature n'avait plus lieu d'être. Maintenant, grâce à vous tous, le cœur du Parti démocrate, nous venons de gagner. C'est une belle victoire grâce à vous. À la seconde place, Bernie Sanders, lui qui avait enchaîné les victoires dans le New Hampshire et le Nevada. Devant ses supporters, le sénateur du Vermont s'est voulu réaliste. On ne peut pas gagner partout. Il y a beaucoup d'États. Et ce soir, nous n'avons pas gagné en Caroline du Sud. Et ce ne sera pas notre seule défaite. Nous allons perdre dans plusieurs États. Personne ne les remporte tous. Et j'aimerais féliciter Joe Biden pour sa victoire ce soir. Pete Buttigieg et Elizabeth Warren arrivent respectivement à la 4e et à la 5e place. En 3e position, le milliardaire Tom Steyer, qui avant même l'annonce des résultats définitifs, a annoncé qu'il abandonnait la course à l'investiture démocrate. Il avait investi plus de 20 millions de dollars pour sa campagne en Caroline du Sud. Prochaine étape pour les candidats et l'une des plus attendues, le Super Tuesday mardi, lors duquel 14 États voteront en même temps. Parmi eux, la Californie ou encore le Texas, qui ont à eux deux 643 délégués à offrir. Pour tenter d'enrayer la progression djihadiste et la dégradation de la sécurité, l'Union africaine va déployer 3000 soldats au Sahel. Une initiative politique qui renforce la volonté des États africains de prendre en main la sécurité de leur population. L'Union africaine veut mettre la main à la pâte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Elle a annoncé le déploiement de 3000 hommes pour une période de 6 mois dans la région, sans toutefois préciser les modalités et le calendrier exact de ce déploiement. Cette décision a été prise lors du dernier sommet de l'Union africaine début février. C'est une initiative qui arrive à bon point. Le constat est que malgré les initiatives diplomatiques sur le continent africain, le terrorisme gagne du terrain. La première inquiétude, c'est d'abord le cadre de collaboration avec les forces déjà en présence, la MINUSMA, la force Barkhane et le G5 Sahel. Et quel type de commandement? Les 3000 soldats qui seront dans la zone sahélienne
seront sous quel type de commandement et sous quelle protection. C'est un signal militaire, mais aussi et surtout politique. Par cette décision, les États africains entendent de moins en moins sous-traiter avec d'autres organisations internationales la question de la lutte contre le terrorisme. Déjà, il y a les divergences de stratégie. Déjà, il y a les initiatives diplomatiques locales au Mali par rapport au rapprochement entre Yad Agali et Amadou Koufa et le gouvernement de Bamako. Il n'est pas exclu, en dehors des négociations, de mettre en place une force dissuasive en termes d'armement et en termes de présence militaire au Sahel pour que ces forces jihadistes puissent abdiguer en tant que telles. Mais la présence des forces militaires africaines, les 3000 soldats qui viendront, aura quasiment un effet dissuasif. La résolution du problème de la dégradation de la sécurité dans le Sahel est au cœur de l'agenda de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, qui a pris lors du dernier sommet la présidence tournante de l'UA, envisage d'accueillir un sommet extraordinaire sur les questions sécuritaires en mai. D'après l'ONU, les violences de groupes extrémistes ont fait 4000 victimes en 2019 au Sahel, soit 500% de plus qu'en 2016. La Turquie a annoncé avoir lancé dimanche une offensive militaire baptisée Bouclier du Printemps. Cette annonce fait suite aux attaques de l'armée de Bachar al-Assad qui a occasionné des dizaines de morts côté turc à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Cette offensive turque fait craindre un nouveau déplacement massif des populations. Le bras de fer qui oppose Ankara à Damas, c'est avant tout une guerre de l'image que se livrent les deux pays. Aux images de frappes aériennes diffusées par l'armée turque, la Syrie réplique avec celle d'un drone abattu. Damas annonce ce dimanche la fermeture de son espace aérien dans la région d'Idlib et menace d'y abattre tout avion ennemi. De son côté, le ministre turc de la Défense confirme la poursuite de l'offensive militaire. Au même moment, et comme vous le savez, nous continuons de discuter avec la Russie. À ce stade, ce que nous attendons, c'est qu'en tant que pays garant, elle respecte ses engagements. Nous n'avons aucune intention ni volonté d'entrer en confrontation avec la Russie. Aucune confrontation directe, mais rarement les relations avec Moscou ont été aussi tendues. Principal allié de Damas, la Russie soutient l'armée syrienne qui poursuit son avancée dans la province d'Idlib. Des combats qui ont poussé depuis le mois de décembre près d'1 million de Syriens à se masser près de la frontière avec la Turquie. Depuis jeudi, les affrontements ont coûté la vie à des dizaines de soldats, aussi bien côté turc que côté syrien. Samedi à minuit, l'ultimatum lancé par le président turc au régime syrien est arrivé à expiration. Erdogan a demandé à la Russie de cesser son appui militaire à la Syrie dans la région d'Idlib et de s'enlever du chemin de la Turquie qui souhaite faire reculer les forces du régime. Les deux dirigeants doivent se rencontrer le 5 mars à Moscou pour tenter de trouver une issue. Une rencontre d'ores et déjà annoncée comme difficile par le Kremlin. Nous terminons cette édition de l'actualité vue d'ailleurs en Irak. Avec l'Irak, le Premier ministre désigné Mohamed Alaoui a annoncé dimanche qu'il renonçait à former un gouvernement, accusant les partis politiques d'entraver son action et d'aggraver la crise dans le pays. Le président a désormais 15 jours pour proposer un nouveau Premier ministre. Pour le Premier ministre, c'est le report de trop. C'est la 3e fois en une semaine que le Parlement irakien repousse le vote de confiance de son gouvernement. Mohamed Alaoui jette donc l'éponge. Malheureusement, il y a des groupes politiques qui négocient seulement pour leurs intérêts sans se soucier de l'intérêt de la nation. Par conséquent, permettez-moi, Monsieur le Président, d'adresser à votre haute attention mon retrait de la mission que vous m'avez confiée. Je vous prie de bien vouloir l'accepter. Une démission qui plonge un peu plus l'Irak dans une crise institutionnelle. Depuis la démission d'Adel Abdelmahdi en décembre, le pays est privé de gouvernement. Le président de la République, Barham Saleh, a désormais 15 jours pour proposer un nouveau candidat. Selon plusieurs experts, son choix pourrait se porter sur le chef du renseignement, Mustafa El-Kazimi. Le successeur de Mohamed Alaoui aura la lourde tâche de renouer avec les Irakiens. Depuis 5 mois, le pays est secoué par de violentes manifestations qui ont fait près de 550 morts et 30 000 blessés. Les Irakiens dénoncent la corruption des autorités. Le futur Premier ministre devra également réconcilier les nombreux partisans de l'Iran et ceux des États-Unis, les deux grands alliés du pays. Ce dimanche, 2 nouvelles roquettes se sont abattues dans la zone verte à Bagdad, tout près de l'ambassade américaine.
Il s'agit de la 20e attaque dans la zone ultra sécurisée depuis la fin du mois d'octobre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'Actu Vue d'ailleurs. Bonsoir chez vous.